Les plans sociaux font régulièrement l'actualité et donc l'actualité de Face au droit social, l'émission qui décrypte pour vous les problématiques du droit du travail. On en parle tout de suite. Pour en parler, comme toujours sur notre plateau, nos deux experts en la matière. Bonjour messieurs. Bonjour Roxane. Bonjour Roxane. Michael Ayat, vous êtes délégué aux affaires sociales au sein de Syntec Numérique et vous siégez également au Prud'homme. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Nicolas Sauvage, bonjour. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. On va parler aujourd'hui donc de plan de licenciement. Dans l'affaire Vivéo, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel qui annulait le plan social de licenciement pour absence de motifs économiques. Pourquoi le TGI, le tribunal de grande instance de Créteil, est revenu sur cette décision? Pourquoi s'est-il prononcé contre l'avis de la Cour de cassation, Nicolas? Alors d'abord, ce n'est pas la même affaire puisque l'affaire dont vous avez parlé est l'affaire Vivéo, cet arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2012. Et l'affaire de la semaine dernière, le tribunal de grande instance de Créteil se prononçait dans une affaire Leader Price, du nom de la société éponyme, qui se battait contre son comité d'entreprise. Mais effectivement, le sujet lui-même est identique, c'est-à-dire un comité d'entreprise qui, au démarrage d'un plan social, qu'on appelle aussi un PSE, essaye d'arrêter le plan social avant tout licenciement, en expliquant, c'est son argument, qu'il n'y a pas de motif économique. Alors effectivement, c'est ce qui s'était passé dans l'affaire Vivéo, qui elle remonte à beaucoup plus loin, elle remonte à 2010, un arrêt de la Cour d'appel de l'année dernière, du mois de mai 2011, qui annule le plan social en disant qu'il n'y a pas de cause économique. Ça vient dans la Cour de cassation et le 3 mai dernier, la Cour de cassation dit en gros, il ne peut pas y avoir d'annulation d'un plan social pour défaut de cause économique parce que simplement la loi ne le prévoit pas en l'état. Le Code du travail ne le prévoit pas. Si on fait un résumé très synthétique de la problématique, c'est en réalité une tentative des avocats qui défendent les comités d'entreprise de ces sociétés d'essayer de faire changer la logique juridique. Aujourd'hui, le droit français est dans une logique indemnitaire, c'est-à-dire il y a un certain nombre de contrats de travail dans une entreprise. Lorsqu'il y a un motif pour rompre ces contrats de travail, qui est par exemple un motif que l'employeur qualifie de motif économique, il décide de rompre les contrats. Ça passe par une procédure, quand il y a de nombreux licenciements, ça passe par une procédure un petit peu compliquée qu'on appelle un PSE, vulgairement, qui est d'abord précédée par une note économique dans laquelle on explique le motif économique, ce que j'appelle le pourquoi des licenciements, et ensuite on arrive au PSE qui est le comment des licenciements, combien on paye, etc. Et le droit français ne connaît que deux exceptions pour annuler un plan social qui n'était pas en cause au cas particulier. C'est le cas où il n'y a pas de plan de reclassement dans le plan social ou alors le plan social n'a pas respecté la procédure. Ce n'était pas du tout le cas là. Et donc le droit dit qu'il y a deux cas dans lesquels on peut annuler le plan, point final. Les avocats qui, avec ces comités d'entreprise, essayent d'avancer sur le sujet en faveur des salariés et évidemment contre l'intérêt des employeurs, disent à partir du moment où il n'y a pas de motif économique pour mettre en place un plan de licenciement économique, il ne doit pas y avoir de plan. Et donc ils essayent d'arrêter la chose avant la rupture des contrats, avant les licenciements. Ils essayent de passer d'une logique d'indemnisation où les salariés licenciés, pas contents, vont voir les tribunaux et demandent des dommages et intérêts en expliquant qu'il n'y avait pas de motif économique qui présidait à leur licenciement, d'aller donc de cette logique d'indemnisation, une logique indemnitaire, vers une logique d'obligation de faire en disant à l'employeur: vous ne pouvez pas nous licencier, vous devez nous garder, vous devez nous maintenir notre contrat en l'état car vous n'avez pas de motif économique au sens du droit français. Mais le juge ne peut pas se prononcer dans cette direction. Et alors, le juge n'a, en l'état du droit, pas la possibilité de le faire. Et ce qu'avait fait la Cour d'appel l'année dernière dans l'affaire Vivéo était une construction judiciaire tout à fait curieuse, tout à fait étonnante. Ils allaient au-delà du droit, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et la Cour de cassation a rappelé à l'ordre cette Cour d'appel. Et alors, vous me posez la question, pourquoi des tribunaux disent le contraire de ce que dit la Cour de cassation? Les tribunaux étant donc le premier niveau des juges, ensuite il y a la Cour d'appel, et puis ensuite il y a la Cour de cassation tout à fait en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de résistance de la part de ce qu'on appelle les juges du fond, c'est-à-dire les juges qui se penchent sur vraiment les faits. La Cour de cassation regarde que le droit. Mais les juges du fond, ceux qui examinent vraiment les dossiers dans les faits, essayent de faire de la résistance parce qu'il y a le sentiment diffus dans l'opinion publique et chez les juges
qu'il y a quelque chose d'injuste, d'inéquitable, de pas normal, de pas moral peut-être, Oui. à licencier des salariés dans une société, ou en l'espèce pour Leader Price dans une succursale, alors que l'entreprise dans son ensemble ou le groupe dans son ensemble fait des bénéfices. Alors, dans le cas de Leader Price, ce qui est paradoxal, c'est que l'entreprise en son ensemble fait des bénéfices, mais que la boutique, enfin l'enseigne Leader Price en question est en difficulté économique, puisqu'elle est moins, elle est dans une zone où elle fait moins de profit que d'autres enseignes. Alors le problème, c'est que en fait, le périmètre d'analyse des difficultés économiques, et au cas particulier, ne colle pas avec la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas, on peut regarder de manière analytique, c'est-à-dire en découpant magasin par magasin combien gagne tel magasin et combien perd tel magasin, mais ça, ce n'est pas la vision du juge. Le juge regarde la société dans son ensemble, la société Leader Price, qui a 5, 10, 15, 20 succursales en France, ou 300, je ne sais pas combien il en a. Et il regarde la société et il dit, au global, quand on consolide les pertes de certains magasins et les profits d'autres, on arrive à quelque chose qui est positif. Donc, cette succursale, elle peut bien perdre de l'argent, ça m'est complètement égal. L'employeur, qui est la société, qui emploie tous les gens dans toutes les succursales, l'employeur, lui, est en profit. Je ne comprends pas où est le motif économique. C'est moins, il n'y en a pas, que moi, juge, je ne comprends pas ce que vous appelez le motif économique. Et les juges ont une vision qui est très étroite du motif économique, qui vient des explications progressives qu'a donné la Cour de cassation sur cette modalité de rupture du contrat de travail. Et ces explications collent rarement avec la réalité du terrain, où effectivement, n'importe qui peut le comprendre, hein, même si moralement on se dit « Ah, c'est choquant, l'employeur fait des profits ailleurs, il fait des pertes dans ce magasin, pourquoi il ne garde pas quand même les salariés, même s'il fait des pertes après tout ?» Ceux qui font du profit, ils vont subventionner ceux qui perdent de l'argent. C'est un peu l'idée de tout le monde. Ça, on peut le comprendre. Et en même temps, on peut se dire aussi « Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi on empêcherait l'employeur qui est maître chez lui de couper là où il y a des sources de pertes et de garder là où il y a des sources de profit, parce que si l'entreprise ne continue pas à faire suffisamment de profit pour couvrir ses pertes, il y a un jour où le tout va s'arrêter. Donc au lieu de supprimer un magasin, on va peut-être en fermer 50. Voilà. Donc il y a donc un paradoxe. Moi, je veux savoir quelles sont les conséquences pour les situations similaires à venir. Si on invoque désormais absence de motif économique, est-ce que tous les PSE vont être systématiquement annulés, Mickaël ? Alors, c'est un dossier qui est extrêmement complexe et qui est très intéressant, ce dossier-là. Et avant de vous répondre, il faut que je fasse un petit préliminaire de quelques secondes parce que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école sur plusieurs sujets. Déjà, ce qu'il faut mettre en avant, à mon avis, c'est qu'il est extrêmement rare de voir de manière médiatique des juges du fond résister à la Cour de cassation. On a souvent évoqué ici le fait que la Cour de cassation prenait des décisions et que la jurisprudence théoriquement, en droit français, n'existe pas. Nous sommes un pays de droit écrit. Les décisions dans un dossier ne valent pas pour d'autres dossiers. L'habitude, en France, est tout de même de considérer que la Cour de cassation, dans un dossier ressemblant, ayant décidé dans ce sens-là, les autres décisions des juges du fond, puis de la Cour de cassation en termes, si ça remonte, iront dans ce sens-là. Il existe des cas exemplaires de revirement de jurisprudence qui montrent que même ça n'est pas infaillible. Mais il est extrêmement rare d'avoir des cas de résistance. On en connaît. Les professionnels du droit en connaissent. Le grand public n'en connaît pas. Donc la première chose à relever, c'est que c'est un cas de résistance avéré. Donc c'est possible en France de résister à une décision de la Cour de cassation. Donc une jurisprudence ne vaut jamais pour l'avenir. En voici la preuve. C'est important à garder en tête. Le deuxième point important, qui est aussi un cas d'école, c'est que nous avons là un exemple typique d'analyse d'un dossier, d'un sujet, que ce soit dans l'affaire Vivéo ou l'affaire Leader Price, plutôt dans l'affaire Leader Price d'ailleurs, soit par le prisme du droit du travail, soit par le prisme de la théorie générale du droit. Les deux s'appliquent au même dossier, et les juges du fond, dans le dossier, en tous les cas du TGI de Créteil, se fondent sur un raisonnement que je ne vais pas, articule un raisonnement que je ne vais pas développer ici, mais sur la cause de l'obligation, absence de cause entraînant à terme la nullité totale de la procédure. Et la Cour de cassation, elle se fonde sur un autre raisonnement, et elle développe un autre raisonnement qui est tout aussi valable en droit. Raisonnement au terme duquel il y a un point important, deux points importants qui sont tout d'abord, il n'y a pas de nullité sans texte en droit français. Or, il n'y a effectivement pas de cas de nullité dans le Code du travail, mais donc les juges du fond passent par la théorie générale du droit, c'est très intéressant à voir. Il y a donc un affrontement dur, un affrontement de juristes assez dur. Et l'autre point, c'est que, et là c'est un principe, ça n'est pas une loi, c'est un principe, mais fondamental dans notre état de droit, c'est que le juge ne peut pas se substituer
à l'employeur dans la gestion de l'entreprise. Or, la limite de l'exercice que nous avons là, c'est évidemment que dans ce dossier-là, on voit bien que s'il y a une validation a priori du motif économique, soit par des juges dont ça n'est pas le métier, leur métier est d'appliquer le droit, soit par un expert, mais on sait que les experts ne sont pas tous d'accord entre eux. Un expert de comité d'entreprise. Un expert de comité d'entreprise qui n'est pas un expert judiciaire et qui par ailleurs, les experts peuvent avoir des analyses différentes, sinon on n'en serait pas à avoir deux parties qui s'affrontent et un juge qui tranche, il n'y aurait qu'une seule position possible. Par conséquent, on a bien une dépossession dans cette logique-là de l'employeur de son analyse et de son travail d'employeur, ce qui est possible en droit. Par une décision de justice, il peut y avoir un administrateur judiciaire. Mais là, il n'y en a pas. Donc, le juge ne peut pas prendre ce rôle-là. Le juge peut par ailleurs nommer quelqu'un pour qu'il prenne ce rôle-là, mais c'est dans un cadre précis, cadre dans lequel nous ne sommes pas là. Donc, nous avons plusieurs logiques qui s'affrontent, plusieurs enjeux. Et puis l'enjeu au final est de savoir si la sanction de l'absence de cause d'un licenciement doit être l'annulation du licenciement, auquel cas pourquoi s'arrêterait-on au licenciement pour motif économique? Pourquoi n'irions-nous pas dans des licenciements pour motif personnel, c'est-à-dire la faute grave, la faute simple, etc., ou d'autres, l'insuffisance professionnelle par exemple? S'il y a une erreur, il n'y aurait plus de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il n'y aurait que des annulations, ce qui quand même pose une difficulté. Il oblige la réintégration des salariés dans l'entreprise s'ils la demandent. Ce qui éventuellement va être demandé. En effet, parce que juste, Roxane, pour terminer, l'annulation, ça veut dire quoi? Maître Sauvage a raison, ça veut dire la remise en l'état. La réintégration. La remise en état exactement à la même, comment dire, on prend une photographie de la situation avant l'acte qui va être annulé, on remet les choses en état. Et donc, pour clore le débat, l'enjeu est de savoir si on peut réellement se substituer à la décision de l'employeur. Et l'enjeu aussi de savoir si, lorsqu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse d'un licenciement, doit-on définitivement abandonner la logique indemnitaire, ce qui n'est probablement pas souhaitable, ou doit-on aujourd'hui aller sur une logique d'annulation? Et pour terminer, vous aurez le package complet, et les gens qui nous écoutent auront le package complet. Je rappelle qu'en droit français, puisque nous sommes un état de droit, puisqu'on juge à partir de textes, on ne juge pas en équité. Et comme l'a rappelé Maître Sauvage, dans ce dossier, on sent tout de même qu'il y a, habillé par la théorie juridique, beaucoup de raisonnements en équité, qui n'aurait théoriquement rien à faire dans une décision de justice. Alors, vous parliez de la logique d'indemnisation, la logique de... Voilà, le juge ne peut pas se substituer, le juge ne peut pas décider s'il y a motif économique ou non. Dans le cas Vivéo, c'est a posteriori, après le licenciement, que les salariés peuvent se présenter devant les prud'hommes pour demander indemnité. Avant d'en arriver là, avant de renvoyer les salariés individuellement vers une nouvelle juridiction, est-ce qu'on ne peut pas nommer une instance intermédiaire qui permettrait de décider qu'il y a motif économique ou non entre l'employeur et le juge? Alors ça s'appelle un pays dirigiste, voire soviétique. Même si c'est une instance indépendante. D'abord, il n'existe pas d'instance indépendante, totalement indépendante. Ce sera forcément une instance qui dépendra de l'État et donc il y aura des directives qui seront données. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il y ait quelque chose comme ça. Il y a des médiateurs qui peuvent venir intervenir dans une dispute entre un comité d'entreprise et sa direction, par exemple. Il y a une organisation qui a été mise en place par le précédent président de la République qui s'appelle la médiation du crédit, qui permet dans les disputes entre des entreprises et des banques d'arriver à retrouver du crédit. On peut faire des choses en dehors des tribunaux. Mais s'il s'agit de mettre sous l'œil judiciaire la question de savoir si telle ou telle cause économique existe ou non, un, il n'existe rien dans notre droit, et deux, je pense que c'est à exclure absolument parce que imaginez la responsabilité qui va être endossée par les gens que l'on nommerait à cette place-là, que ce soit des juges détachés dans un service indépendant, que ce soit d'autres professionnels, à qui on va dire, alors voilà, il y a 64 salariés dans Vivéo, l'employeur explique un certain nombre de choses qui sont tout à fait bien expliquées, il dit pourquoi il est contraint de fermer. Il faut quand même dire que les employeurs, il n'y a rien qui déplore plus que de fermer. Ce n'est pas un plaisir de fermer une entreprise, ce n'est pas un plaisir de licencier des gens, c'est un truc que l'on fait à reculons, à remords, à regret. Ça peut paraître, quand on
on entend parler de choses idiotes sur les ondes, de licenciements boursiers ou de choses qui sont des remarques populistes destinées à attirer l'attention des gens. Ça n'a aucun intérêt. Mais un employeur, avant d'être quelqu'un qui cherche à faire du mal aux salariés français, c'est un employeur, c'est quelqu'un qui fait grandir sa famille de travail en embauchant. Donc il est plutôt dans une logique d'embauche. Quand il doit fermer, compresser les effectifs, ça ne lui fait pas plaisir. Donc il faut partir de cette idée-là. Ça ne leur fait pas plaisir. S'ils ont un motif, ils l'ont bien expliqué. C'est le cas de Vivéo. Ils ont expliqué leur motif. Et on imagine la responsabilité de gens à qui on va dire, alors c'est vous qui allez décider si oui ou non on licencie ces 64 personnes. Mais là où c'est paradoxal, c'est que la personne qui va dire oui, on peut les licencier, est-ce qu'elle lit LIE, est-ce qu'elle lit la juridiction derrière, c'est-à-dire qu'une fois que cette personne a dit oui, il y a un motif économique, alors les salariés n'ont plus de recours contre l'entreprise. Oui, mais quid si l'entreprise a fait pression sur cette personne pour qu'elle dise qu'il y a un motif économique? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder une justice comme on a qui fonctionne très bien en disant il y a des juges qui sont indépendants, ils donnent leur avis et ils donnent leur avis au nom du peuple français, on est dans une démocratie, on s'en réfère à ce qu'ils disent. Ensuite, on peut ne pas être d'accord, on peut considérer qu'il y a un combat éventuellement politique ou idéologique derrière, mais on a un système qui marche bien et on a une règle absolue en droit français et dans la Constitution qui interdit aux juges, au pouvoir judiciaire, de s'immiscer dans la gestion des affaires privées des citoyens. Point. Alors, c'est donc, il n'y aura pas d'instance intermédiaire pour décider. Dans le cas de Leader Price, quel recours pour l'employeur ? Ah bah alors, l'employeur va faire, enfin je ne connais pas le dossier bien sûr, mais je m'en occupe pas, mais la logique c'est qu'il fasse appel, puisqu'il y a une décision de la Cour de cassation qui dit exactement le contraire de ce qui a été dit par le tribunal. Alors sans rentrer dans les détails pour les auditeurs, il y a deux manières apparemment dont les avocats de comité d'entreprise abordent le sujet. Ils disent soit il y a absence de cause économique, donc forcément en quelque sorte ça pourrit tout le raisonnement du PSE, et donc le PSE doit s'effondrer et donc on doit l'annuler. Et il y a une autre école d'avocats de comité d'entreprise qui a essayé d'aborder la chose, ce qu'expliquait tout à l'heure Michael Hayat, par la théorie de l'inexistence, en disant la cause n'existe pas. Elle est inexistante au sens du droit français, et si elle est inexistante, il n'y a rien autour. Donc comme elle est inexistante, forcément il ne peut pas y avoir de plan social. Ce sont des arguties juridiques extrêmement complexes et subtiles qui ne présentent pas un grand intérêt à être débattus ici. Tout ce qui compte au bout de l'histoire, c'est que vis-à-vis de nos investisseurs étrangers, vis-à-vis des groupes français, parce qu'il ne faut pas parler que des grands étrangers méchants qui fermeraient des entreprises en France. Il faut aussi parler des groupes français qui, confrontés à une jurisprudence bizarre, qui oscille, où la Cour de cassation dit quelque chose, elle n'est pas suivie par ses propres juges qui un jour seront juges à la Cour de cassation s'ils ont une belle carrière. Ils peuvent être tentés d'aller dans un pays dans lequel le droit est un petit peu plus stable, où les modalités de licenciement des salariés sont plus compréhensibles, plus prévisibles, et donc de se dire je vais investir ailleurs parce que je sais que je pourrais désinvestir plus facilement. Et c'est ça le danger. Et c'est ce danger que, avec d'autres avocats, j'ai dénoncé dans une lettre ouverte qu'on a adressée à tous les candidats à la présidence de la République. Il n'y en a qu'un seul qui a répondu, qui est aujourd'hui d'ailleurs président de la République, sur la totalité des candidats. C'est important que les gens qui nous dirigent, les gens qui font les lois, les juges, comprennent qu'il y a un enjeu international extrêmement important et même un enjeu national très important. Après tout, le Portugal, c'est juste à côté de la France, l'Espagne, c'est juste à côté de la France, la Roumanie, la Bulgarie, tout ça sont des pays très proches dans l'Union européenne, encore dans l'Union européenne, sont des pays vers lesquels on pourrait être tenté de délocaliser, enfin pas de délocaliser, mais de créer des affaires là-bas, plutôt que de les créer en France. Ce n'est pas ce qu'on veut pour notre pays et pas pour Syntec Numérique non plus. Et donc le mot de la fin, Michael? Moi je relève un concept que je trouve très intéressant que Maître Sauvage vient d'articuler, c'est le concept de jurisprudence bizarre. Oui, très bien. Merci messieurs, à très bientôt pour un prochain épisode de Face au droit social.